1985, Capcom propose aux habitués des salles d'arcade un jeu qui va immédiatement s'imposer comme un classique, Makaimura, titre que l'on peut traduire par le village des démons, et connu en Occident sous le nom de Ghosts and Goblins. Métissant intelligemment action, plateforme, humour et horreur, l'éditeur japonais frappe un grand coup et va donner naissance à une saga qui deviendra culte pour toute une génération. Makaimura pose les bases de la franchise, un univers grouillant de créatures tout droit sorties de la littérature gothique du 19e siècle, des classiques de la société britannique Hammer Film Productions ou encore de certains longs métrages d'épouvante américains. Zombies, squelettes, corbeaux, ogres, chauves-souris et autres gobelins, tous ont pour objectif de stopper Arthur. Partant au secours de la princesse Prin Prin afin de la délivrer des griffes de Satan, le valeureux chevalier met en relief l'aspect parodique de la série. Loin d'être un canon de beauté, il perd son armure dès qu'il se fait toucher par un ennemi et se retrouve en caleçon. Si une créature parvient à le blesser à nouveau, il se transforme en un petit ados et le joueur perd alors une vie. Toujours dans un esprit humoristique, si l'on tire plusieurs fois d'affilée sur une pierre tombale, un spectre apparaît et lance un sort qui transforme le héros en grenouille. Une métamorphose qui ne dure heureusement que quelques secondes. Cette légèreté, associée au folklore horrifique, fait de Ghosts and Goblins un titre reconnaissable entre nous. Développé sous la supervision de Fujiwara Tokuro, qui a officié en tant que producteur sur la saga Mega Man et sur d'autres classiques comme DuckTales ou Magical Quest, Makaimura demande aux joueurs de traverser 6 mondes avant d'espérer atteindre le trône de Satan. Pour ce faire, Arthur ne dispose en début de partie que de lances qu'il peut projeter sur la tronche de ses ennemis. Mais au fil de sa progression, notre héros peut dénicher d'autres armes comme des torches, des couteaux ou des haches, chacune ayant ses spécificités et apparaissant après le décès de monstres transportant des pots en céramique. L'une des forces du hit de Capcom est de scinder chaque monde en 2 parties bien distinctes, la jointure entre ces 2 zones servant de checkpoint. Par exemple, le premier monde nous fait arpenter un cimetière avant de nous conduire dans une sombre forêt. Le dépaysement est donc permanent, et ce principe sera appliqué aux autres épisodes principaux de la franchise. Cette odyssée comico-horrifique marque également les esprits par sa grande difficulté. Parvenir à faire un run complet demande déjà une maîtrise impeccable, mais débloquer la vraie fin propulse la notion de challenge dans une toute autre dimension. Avant de se frotter au boss final, Arthur doit en effet posséder un crucifix, ou un bouclier magique dans la version occidentale. Une fois que c'est le cas, il devient possible d'engager l'ultime combat. Sauf que le face-à-face avec le dernier boss n'est qu'un piège tendu par Satan. Pour définitivement anéantir ce dernier, le joueur doit refaire un run complet avec un niveau de difficulté encore plus élevé, ce qui fait de Ghosts and Goblins un authentique Everest vidéoludique, un statut qui n'entrave en rien son succès, bien au contraire. Les adaptations sur les machines domestiques perpétuent cette popularité. La NES ou divers micro-ordinateurs comme l'Amstrad CPC, le Commodore 64, l'Amiga et l'Atari ST accueillent cette nouvelle référence les bras ouverts. 3 ans plus tard, Capcom et Fujiwara Tokuro remettent le couvert avec Dai Makaimura, que l'on pourrait traduire par le grand village des démons, renommé Ghouls and Ghosts dans le reste du monde. Loin de se montrer paresseuse, cette suite surprend avec un niveau graphique de très haute volée et peut même se targuer d'être l'un des plus beaux jeux d'arcade de son époque. Les graphismes sont en effet d'une grande finesse et mettent en exergue le talent des artistes officiant alors chez Capcom. Les décors sont bien plus variés et plusieurs niveaux ont marqué les fans au fer rouge, comme par exemple la nouvelle version du traditionnel cimetière ou le village incendié. Arthur reprend donc du service avec 6 mondes à nettoyer avant de délivrer sa chère princesse lors d'un affrontement final contre Lucifer en personne. Sachant qu'accéder à la véritable fin nécessite, au suspense, de recommencer le parcours depuis le début afin de récupérer une arme spéciale nommée Psycho Cannon. Le gameplay reprend les bases instaurées en 1985, mais s'étoffe tout de même avec la possibilité de tirer vers le haut ou vers le bas et l'apparition de nouvelles armes comme l'épée ou un disque tranchant. Les ennemis peuplant les environs se montrent plus variés et impressionnants que dans Ghosts and Goblins, même constat pour les boss. Mais c'est surtout l'apparition de l'armure d'or qui fait sensation. Celle-ci permet de déclencher un sort offensif ou défensif qui est déterminé par l'arme que possède Arthur.
Précisons que cette tenue étincelante se déniche dans des coffres apparaissant automatiquement sur le chemin ou après que notre héros ait effectué des sauts à des endroits bien précis. Ces coffres aguicheurs peuvent aussi renfermer de nouvelles armes ou un magicien qui n'hésite pas à transformer notre chevalier en vieillard ou en canard le temps de quelques secondes. Précisons également que lorsqu'il perd son armure, Arthur exhibe désormais un magnifique caleçon tapissé de petites fraises. Ces motifs n'étaient pas visibles dans Ghosts & Goblins, mais le seront dans les épisodes suivants. Les différents mondes de Ghouls & Ghosts se drapent d'une bande-son particulièrement réussie et que l'on doit à Kawamoto Tamayo. En signant une belle reprise du thème du cimetière et des morceaux inédits sublimant les différents environnements, la compositrice fait un sans faute. Adapté sur un grand nombre de machines comme son aîné, Ghouls & Ghosts fait notamment des étincelles sur Mega Drive. Certes, cette version affiche des graphismes moins fouillés, mais la fluidité du scrolling et la grande fidélité à la borne originale impressionnent les joueurs et la critique. Pour l'anecdote, cette performance est due au talent de Nakayuji, programmeur surdoué de chez Sega, qui s'attellera ensuite à la création du tout premier Sonic avec Oshima Naoto. Le troisième volet de la série ne paraît pas en arcade mais sur Super Nintendo en 1991, toujours avec Fujiwara Tokuro à la barre. Intitulé simplement Super Ghouls & Ghosts, Chō Makaimura au Japon ou le super grand village des démons, cette cartouche est même l'une des premières à honorer la 16 bits. Sans surprise, Arthur est de retour et part à la rescousse de sa chère et tendre princesse. Le gros méchant est ici campé par Sardius, le roi des enfers. Visuellement assez bluffant lors de sa sortie, Super Ghouls & Ghosts s'impose comme une superbe vitrine technique en démontrant ce que la console de Nintendo a dans le ventre. Jamais les décors n'ont été si riches en détails et les effets spéciaux propres à la Super NES sont intelligemment exploités. Les zooms, rotations et autres effets de transparence servent un excellent level design. Certes, on note quelques ralentissements ici et là, mais c'est le prix à payer pour profiter du plus bel épisode de la franchise. Cerise sur le gâteau, le tout est enrobé par de splendides mélodies, signées Yamaguchi Mari. Côté gameplay, l'habitué retrouve les codes établis par les deux précédents volets avec toutefois des ajouts de taille. La possibilité d'effectuer un double saut et l'apparition de l'armure de bronze qui augmente la puissance des armes de base. L'armure d'or est encore de la partie et permet de lancer des pouvoirs spéciaux plus efficaces que jamais. C'est aussi dans cet épisode qu'apparaît pour la première fois l'arc, très certainement l'arme la plus pratique du jeu, surtout lors des derniers niveaux. Le magicien qui aime se planquer dans les coffres est à nouveau de la fête et peut cette fois-ci transformer le chevalier en bébé, en villageois ou en abeille. Si pour le commun des mortels, le parcours s'avère une fois de plus éprouvant, Super Ghouls & Ghosts est malgré tout un poil plus accessible que ses prédécesseurs. Bien sûr, pour débloquer la vraie fin, il convient une énième fois de refaire un deuxième run dans le but de trouver une arme divine représentée ici sous forme de bracelet. Le jeu est converti sur Game Boy Advance en 2002 avec en bonus différents niveaux de difficulté, des stages remaniés et un système de sauvegarde. En 1999 paraît au Japon Makaimura for WonderSwan, qui, comme son nom l'indique, est un volet exclusif à la console WonderSwan de Bandai. Très jolie et réunissant plusieurs ennemis provenant des épisodes précédents, cette version peu connue n'a pas à rougir face à ses aînés. Mais il faudra attendre 2006 pour que Capcom et Fujiwara Tokuro se décident à livrer un véritable épisode 4 avec Ultimate Ghosts & Goblins sur PlayStation Portable. La mouture nippone est commercialisée en tant que Goku Makaimura, que l'on traduira en Ultime Village des Démons. Cette UMD bouscule les traditions et apporte de nombreuses innovations comme la possibilité pour Sir Arthur de respawner directement après avoir perdu une vie, d'apprendre de nouvelles capacités et de glaner des équipements au cours de son périlleux voyage. Il peut même se téléporter d'un niveau à l'autre. De nouvelles armes et équipements, comme le fouet, font également leur apparition. Les nouveautés abondent de toutes parts, mais elles n'affectent en rien le niveau de difficulté de la franchise, le périple étant bien plus ardu que sur Super Nintendo. Décliné sur de nombreux supports, y compris sur système iOS, l'univers de Ghosts & Goblins a également donné lieu à une multitude de spin-offs. S'il est difficile de tous les citer, il paraît inconcevable de ne pas évoquer dans cette émission les Gargoyles Quest sur Game Boy, NES et Super NES, et qui mettent en scène Red Armor, l'ennemi le plus populaire de la saga, ou encore les deux épisodes de Maximo sur PlayStation 2.
Quant à ce cher Arthur, on ne compte plus les clins d'œil et autres caméos le concernant. Récemment, on a pu le voir pointer le bout de sa lance dans Marvel vs Capcom 3 ou Project X Zone. De quoi patienter en attendant la sortie d'un nouvel épisode canonique, désespérément attendu par les fans.